Je vais essayer de faire attention. Alors, bonjour. On enchaîne avec le panel numéro 2. Alors, merci encore aux intervenants du premier panel qui ont débuté la journée avec superbe. Je vais présenter la modératrice, professeure Céline Castérenard. Professeure Castérenard est professeure titulaire à la section de droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche en droit international et comparé de l'intelligence artificielle et chercheur au Centre de recherche en droit, technologie et société. Ses travaux portent sur le droit, la régulation et la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle dans une perspective internationale et comparée. Experte en droit de l'IA, en protection des données, en droit d'auteur du numérique et en régulation des plateformes, elle s'intéresse également aux impacts des technologies sur les droits humains, l'équité et la justice sociale. Alors, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement des jeunes chercheurs. Alors, ça me coupe un peu la tête. On paraît vraiment minuscule, on voit, voilà. Voilà. C'est maximum. Merci. OK. On peut pas la pencher dans le sens? Comme ça, là. Parce que vraiment, on paraît tout cassé. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Voilà un beau panel. Voilà. Bon, merci à toutes et tous, tous les organisateurs et actrices de cet événement, Jeunes chercheurs. J'ai participé dès le départ au lancement de ce projet de fédérer la jeunesse, la jeune recherche émergente sur les questions du numérique. Et je dois avouer que c'est toujours un plaisir de rencontrer, de vous rencontrer, parce que les nouvelles idées viennent de la relève, il faut quand même le dire. Donc, je viens apprendre auprès de vous et je vous remercie de partager avec nous. Je sais que c'est pas forcément facile de partager ces idées au moment de la thèse parce qu'on est en cours de processus, mais je voudrais vraiment vous encourager à le faire et à vous dire qu'il n'y a pas de jugement en particulier et que vous avez beaucoup à apporter. Quant à la journée d'aujourd'hui, le choix du thème de l'autonomie, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'en parler et les déclinaisons dans les différents panels et tables rondes montrent la richesse de ce thème. Donc bravo aussi pour ce choix. En ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser à l'autonomie dans le traitement et la circulation de l'information. Donc après l'autonomie des institutions, il s'agit plutôt de considérer l'autonomie des personnes et de considérer également les notions d'information. Et bien sûr, dans le contexte du numérique, on sait que le numérique peut avoir une certaine ambiguïté par rapport à l'information, puisque le numérique permet un meilleur accès et un accès facile à l'information, mais aussi permet tout aussi facilement la diffusion de fausses informations, mésinformations, désinformations, qu'elles soient intentionnelles ou pas, peu importe. Et dans un contexte politique polarisé, évidemment, les enjeux sont particulièrement importants. Alors, la notion d'information, il faut la considérer du point de vue de la qualité de l'information, et ça, c'est sans doute un des plus grands défis, l'information vraie, fausse, et puis aussi les conditions d'accès à l'information. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une information qui serait réelle, exacte, juste, mais aussi de pouvoir y accéder, donc qu'elle soit visible en quelque sorte. Également aussi, donc, par rapport à la question de l'autonomie, le fait de mettre en lien l'information et l'autonomie permet d'envisager que les personnes puissent exercer des choix libres et éclairés. Donc, c'est tout l'intérêt d'une information de qualité, ce qui, évidemment, est en lien avec la dignité de la personne et le libre arbitre de la personne. Donc, l'enjeu est évidemment important, d'autant plus qu'un certain nombre de droits sont fondés sur l'idée du consentement et on ne voit pas bien comment on peut avoir un consentement libre et éclairé si l'information ne l'est pas. Donc, de ce point de vue-là, tout un tas de déclinaisons peuvent s'envisager. Également aussi, la question de l'autonomie de l'information va avec l'exercice de droits subjectifs des personnes, donc l'autonomie du sujet de droit.
On pense par exemple au droit de vote et à la manipulation des informations politiques. Donc ça, on voit des exemples très, très régulièrement. Alors, en particulier dans le contexte de l'IA, les outils d'IA peuvent là aussi bien créer de la désinformation, on pense bien sûr aux hypertrucages en particulier, et aussi les outils d'IA qui permettent une diffusion plus large, à grande échelle de la désinformation. Mais l'IA est aussi utile pour détecter la fausse information. Donc, on a aussi une ambiguïté de ce point de vue-là, ou en tout cas une ambivalence selon les usages. Évidemment, la difficulté avec l'IA, c'est qu'on ne maîtrise souvent pas les processus d'élaboration de ces outils. On ne maîtrise pas le contenu informationnel qui est utilisé pour diffuser de l'information. Très souvent, on dit qu'il y a une quantité massive de données. Et on ne s'intéresse pas forcément exactement à la qualité informationnelle de ces données. On s'intéresse aux données personnelles, on s'intéresse aux données protégées par le droit d'auteur, mais peut-être pas directement au contenu informationnel. J'en veux pour preuve le règlement européen sur l'IA. Si on a des dispositions sur la gouvernance des données à l'article 10, on est plus concentré sur l'idée de discrimination de biais, donc d'une certaine qualité, quantité de données, que véritablement le contenu informationnel. Donc ça, c'est peut-être aussi une chose à garder en tête. À mon sens, la question de la qualité de l'information reste entière dans le contexte de l'IA et du règlement IA. Et même chose eu égard aux hypertrucages. L'article 50 prévoit un principe de transparence qui indiquerait quand le contenu a été trafiqué. Mais on le voit bien pour les hypertrucages de nature sexuelle, dits pornographiques, que même si on indique que l'image est fausse, le dommage pour les personnes est particulièrement important. Et donc, c'est pas parce qu'on a déclaré qu'il n'y a pas de dommage. Et en particulier, je rappelle que pour les hypertrucages, la grande majorité des hypertrucages sont de nature sexuelle et en grande partie, donc 90% à peu près, ou 95%, concernent les femmes. Donc, même si on parle beaucoup de désinformation, de politique et de manipulation des opinions, on a quand même aussi ces dommages, ces atteintes très, très particulières aux femmes. Alors, que fait le droit en dehors du droit de l'IA, du droit du numérique, de façon plus générale? Est-ce que le droit protège l'information? C'est assez ambivalent là aussi parce que on cherche souvent à protéger les producteurs de l'information, en particulier les journalistes et la presse. Le problème dans le contexte du numérique, c'est qu'on le sait, il y a tout un tas d'acteurs qui ne relèvent pas de la presse et qui ne relèvent pas des obligations, des règles déontologiques des professionnels de la presse. On pense par exemple aux influenceurs en tout genre. Et même si là aussi on a une loi sur les influenceurs qui peut enfin qui oblige à divulguer quand on fait de la publicité, quand tel ou tel message est sponsorisé, bah, là aussi, c'est certainement insuffisant pour empêcher toute manipulation d'opinion ou toute influence, puisque évidemment les influenceurs cherchent à influencer par nature. Et puis, si on s'intéresse au contenu même de l'information, bah, là aussi, on est un petit peu, on est un petit peu en manque de solutions. Parce que finalement, si on regarde les droits fondamentaux, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de droit à l'information vraie, si on peut dire ça comme ça. On protège la presse, on protège la dignité de la personne, on protège l'égalité, la vie privée, etc. Mais on ne protège pas particulièrement le droit à l'information. Et je vais me permettre de vous donner un exemple un peu plus spécifique du droit qui protège parfois spécifiquement de manière ciblée certaines informations, parce que je suis en train de mener une recherche sur l'exercice des droits reproductifs ou les droits reproductifs à l'ère numérique. Et je voudrais prendre l'exemple du délit d'entrave à l'accès à l'information sur l'avortement, qui est un délit un délit pénal prévu en droit français et qui a été étendu à la désinformation en ligne en 2017. Donc, le principe d'interdiction de toute entrave à l'accès à l'information sur l'avortement date de 2014, mais l'extension au numérique date de 2017. Mais même dans les hypothèses où on cherche à vraiment capter une désinformation en ligne et à l'interdire, à l'empêcher, y compris par une infraction pénale, donc une infraction particulièrement lourde,
on constate qu'il y a toujours des obstacles à cette preuve, puisque, en l'occurrence, c'est l'article L 2223-2 du Code de la santé publique. En l'occurrence, on nous indique que pour qu'il y ait vraiment une entrave, il faut que la personne ait diffusé de manière intentionnelle le contenu. Alors, il y a toujours une recherche de preuves, surtout dans le domaine pénal, assez difficile. Et puis, en plus, on nous dit que ça ne peut pas concerner voilà, il faut qu'il y ait un exercice de pression morale pour qu'il y ait vraiment une désinformation. Donc ça, c'est tout à fait discutable, puisque finalement, une désinformation, c'est le simple fait de donner une information fausse, et peu importe que ça ait des conséquences, qu'on exerce des pressions ou une intimidation par rapport, en l'occurrence, par rapport à l'exercice du droit à l'avortement. Donc, on voit que même dans les cas où la loi se préoccupe de désinformation, eh bien, un certain nombre de conditions vont être posées. Et puis, vient aussi, et j'en terminerai par là pour laisser la parole, c'est pas moi qui suis censée parler, pour vous laisser la parole. Et puis, ultimement, l'obstacle le plus important, et je pense que ça va peut-être probablement ressortir de ce que vous allez dire, c'est que l'information, la diffusion de l'information est aussi liée à la liberté d'expression. Et là aussi, on peut se trouver confronté à une conception très extensive de la liberté d'expression. Tout le monde a en tête, bien sûr, le premier amendement américain. Et on l'a d'autant plus en tête que on le sait, les outils numériques et d'IA sont conçus aux États-Unis. On peut avoir une conception très extensive de la liberté d'expression, mais même quand on ne se trouve pas aux États-Unis, même si on n'a pas une conception aussi extensive, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le droit à une information vraie n'étant pas protégé en tant que tel et ne fait pas partie des droits fondamentaux d'aucune charte, évidemment, ce sera assez difficile de protéger cette information face à une liberté d'expression et de communication qui, pour sa part, finalement, n'est pas contrainte par une obligation de véracité, finalement. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir des opinions, et finalement, on ne demande pas de prouver que c'est vrai ce qu'on doit dire. On voit toute la fragilité de cette autonomie personnelle face à l'information. Je voudrais en terminer simplement en repositionnant le débat sur les mots-clés. Quelle autonomie personnelle, quel libre arbitre exercer, protéger dans le contexte du numérique et de l'IA, sachant que finalement, le droit à une information vraie n'existe pas vraiment en tant que tel. Encore une fois, on n'a que des protections indirectes des producteurs d'informations et seulement certains d'entre eux. Euh, que faire de la liberté de transparence, de la déclaration d'un contenu modifié? Est-ce que c'est quelque chose de très pertinent et de très protecteur? Et que faire aussi avec quand même la liberté d'expression et liberté d'opinion? On voit toutes les tensions qui peuvent exister autour de ces débats. Pour en parler avec nous, j'ai la grande chance d'être entourée de quatre jeunes chercheurs. Et quand je dis jeunes, c'est pas forcément une question d'âge, mais parce que c'est la relève. Voilà. Nous allons entendre successivement Marine Dufour, Elliot Baltz, Alix Gobert et Guillaume Baticle. Nous écoutons, nous recevons à présent Elliot Baltz de l'École de technologie supérieure qui fait son doctorat sous la supervision du professeur Ulrich Aivoji et qui va nous parler de la haute fidélité. Donc, quand la haute fidélité ne garantit pas l'autonomie, multiplicité prédictive et instabilité décisionnelle des modèles d'IA. Donc, c'est une perspective un peu plus technique, mais en lien avec le droit et la réglementation que vous nous présentez, Elliot. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci à vous, bonjour à tous. Donc oui, ça va être un peu plus technique. On va essayer de simplifier un peu les débats qui peuvent paraître un peu barbares, sur quoi j'en conviens. Moi, je suis à l'ETS, donc étudiant en doctorat au début de la deuxième année, donc supervision d'Ulrich Avoji et également de Satoshi Hara à l'université à Tokyo. On va parler de multiplicité en général. Faut savoir que l'IA décisionnelle, c'est un peu au cœur des enjeux d'autonomie parce qu'il y a beaucoup de décisions qui peuvent être prises avec
aujourd'hui, dans le domaine de la finance, pour l'approbation de crédit par exemple, de la santé, accéder aux services qui est prioritaire par rapport à d'autres personnes, etc., ou même près d'analyse médicale, si on va plus loin. Justice, classification de risque de récidive, par exemple. L'enjeu central ici de la présentation, c'est que pour exercer son autonomie, une personne doit pouvoir anticiper et comprendre les conditions dans lesquelles une décision sera prise et pouvoir la mettre en question. On va se demander qu'est-ce qui se passe quand la décision, c'est pas le produit, le fruit d'un seul modèle unique, d'une seule explication unique, mais qu'il y en a plein d'autres qui peuvent exister pour la même décision. Euh, donc, on va passer à travers un peu ces différents éléments assez rapidement en simplifiant au maximum. Parlons d'abord donc le plus important, l'ensemble de Rashomon, donc le mécanisme de la multiplicité donc dans l'intelligence artificielle. Donc ça dit de base que plusieurs modèles quasi optimaux, donc c'est-à-dire qui performent de la même façon selon les critères qui sont demandés, peuvent coexister et ils sont dans un ensemble de Rashomon qui peut être de la taille du nombre de modèles dont on souhaite. Le nom Rashomon vient d'un film japonais des années 50 où en fait c'est quatre personnes qui assistent à la même scène et donc qui la décrivent de façon différente. Donc, ici, avec une performance générale similaire, les prédictions individuelles, donc pour certaines personnes, peuvent modifier. Donc, comme on peut le voir ici sur l'image, donc d'abord, on a une entrée, donc tout ce qui va permettre d'entraîner le modèle. Et en fait, ça peut entraîner différents modèles qui vont être dans cet ensemble de Rashomon. Donc, il peut aller jusqu'à N modèles. Et même si les performances globales sont similaires, pour certains individus, parlons de crédit par exemple, un modèle va dire que ça a été approuvé et un autre va dire que ça a été refusé. Donc, comment est-ce qu'on va choisir ces modèles en fonction de ça? Pour parler un peu plus en détail de quelques manifestations de sa multiplicité, donc je vais dire un peu d'où ça peut provenir, par exemple, à quoi il faut faire attention dans la mise en place, donc au niveau des données, de l'apprentissage et également donc, de ce qui est assez intéressant pour les personnes, les explications de pourquoi une décision a été prise. Si on parle d'abord des données, donc avant d'entraîner un modèle, il faut recueillir des données, beaucoup de données si possible, mais cette collecte est souvent faite par des personnes, donc il peut y avoir des erreurs, des décisions arbitraires peuvent également être mises en place, ou bien les données récoltées peuvent également mettre en avant des biais qui sont présents dans la société qui vont être retransmis après dans les modèles artificiels. Donc les données en fonction de qui les collecte, d'où elles sont collectées, de comment elles sont traitées peuvent déjà différer. Donc on a une multiplicité autour de ces données qui plus tard peuvent poser des problèmes dans les décisions qui vont être prises. Donc quelques sources ici. Et donc, certains individus vont pouvoir se retrouver dans des zones d'instabilité prédictive, vraiment à la limite dans différents modèles en fonction des décisions qui vont être prises. Donc, la fiabilité des prédictions est fondamentalement contrainte par la façon dont les jeux de données ici vont être construits. Donc, vraiment dès le départ, dès la genèse d'un projet, quand on veut entraîner un modèle. Au niveau plus d'apprentissage, donc de l'entraînement du modèle, on ne va pas rentrer en détail dans tous ces paramètres ici. Le but, c'est juste de montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits qui ont de l'importance dans la multiplicité. Ce sont des choix faits par les chercheurs, les personnes qui vont entraîner, donc l'architecture du modèle, les fonctions qui vont être utilisées à l'intérieur, les paramètres qui vont être utilisés. Le but, c'est vraiment juste de montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où il y a des choix qui peuvent être arbitraires ou non, mais en fonction d'une compagnie à une autre, par exemple, si on prend une entreprise, d'une banque à une autre, des choix différents peuvent être pris, ce qui peut vraiment modifier au final la décision qu'on aura, même si on pense être vraiment face à la même critère de décision, face au même critère de décision. Une partie donc ici vraiment importante donc pour l'autonomie des personnes, parce que c'est vraiment là qu'on aura un impact, nous en tant que par exemple de consommateurs, pour utiliser l'IA. Donc une explication ici, c'est une décision d'un modèle. Une explication d'une décision, c'est ici de montrer quels sont les critères qui ont le plus influencé la décision. Donc en entrée, vous allez donner donc vos données, faites une demande de prêt, vous donnez vos revenus, votre niveau d'endettement, votre historique de crédit par exemple, et plein d'autres données également. Donnez ça au modèle, le modèle va vous donner une décision, par exemple, votre prêt a été refusé, et on va vous dire dans l'explication quels ont été les top critères qui ont mené à cette décision, qu'est-ce qui a le plus influencé. Parfois, on pourrait également vous donner comment changer la décision, donc vous dire il faudrait améliorer vos revenus de 3 000 $ par exemple, pour passer de l'autre côté de la frontière de décision et avoir un prêt approuvé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour les consommateurs pour savoir quoi faire. Mais malheureusement, il peut y avoir des explications qui peuvent différer même pour une même décision dans une même compagnie pour un même modèle. Donc c'est vraiment la compagnie qui peut vous donner l'explication qu'ils veulent parce que plusieurs peuvent exister et expliquer le même phénomène. Donc vraiment, c'est en fonction du type de modèle qu'ils utilisent, en fonction de l'objectif de l'explication, de ce qu'ils veulent montrer.
Et ce qui a pu être mis en avant, donc c'est un risque, ce qu'on appelle du fair washing, vraiment en lien avec un peu le greenwashing d'une entreprise qui va vouloir montrer que ses décisions sont faires, que l'explication est faire, alors que des fois, donc juste, excusez-moi, alors que des fois, il peut y avoir des critères plus de discrimination en arrière, mais il ne faut pas les mettre en avant, ils vont essayer de trouver une autre méthode qui va prendre d'autres critères pour l'explication. Donc vraiment au niveau de la personne, c'est vraiment cacher l'information, son droit de savoir vraiment les critères qui ont été utilisés, de comment améliorer potentiellement ou changer leur dossier, que ce soit pour ici ou ailleurs. Pour parler un peu plus, encore une fois, de cette multiplicité, plus parler de l'approche qu'on a fait avec mon professeur, mes professeurs ici, c'est plus du côté un peu aussi c'est vraiment un cadre qui est mis en place, une attaque d'extraction de modèle, donc quelqu'un qui veut en fait copier le modèle de quelqu'un d'autre pour avoir le même modèle. Pour sans rentrer dans les détails. Et souvent, ce qui est utilisé pour dire que deux modèles sont les mêmes, c'est la fidélité. Donc, est-ce qu'ils ont les mêmes décisions pour les mêmes personnes? Et on va utiliser une métrique un peu globale de fidélité. Donc, vraiment, c'est est-ce qu'ils sont d'accord pour, en général, sur tous les modèles. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est que même si on reconstruit on a reconstruit des milliers de modèles, et même si en moyenne, on est au-dessus de 90% de fidélité, donc pour en moyenne, 90% des décisions vont être les mêmes pour tous les modèles, 40 à 50% d'individus peuvent être affectés en fonction du modèle qui va être choisi. Donc, c'est vraiment des décisions individuelles parmi des milliers. Mais par exemple, si je vais à une banque et qu'on me dit que ça a été refusé, si j'ai pris un autre modèle qui a l'air de performer exactement de la même façon d'un point de vue global, on aurait d'autres résultats. Euh, donc, c'est vraiment cet écart entre performance globale et stabilité décisionnelle individuelle qui est un enjeu réel pour l'autonomie des personnes. Souvent, on met la fidélité en avant ou d'autres métriques, la précision, il est vraiment super précis notre modèle. Oui, mais si on a pris un autre modèle avec d'autres critères de collecte des données, d'autres traitements, peut-être que moi, ça aurait été accepté mon prêt et quelqu'un d'autre, non. Donc, il faut avoir un réel impact sur la vie des personnes. Donc ici, l'autonomie ne dépend pas seulement de l'accès à l'information, mais également de la capacité à comprendre, anticiper et contester une décision, de la qualité de l'information qui est donnée, qu'on soit vraiment au courant de comment l'information a été communiquée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce qui est mis en général en place en ce moment par d'autres compagnies sont des audits des compagnies pour vraiment comprendre. Ils donnent eux-mêmes des tests à faire pour vérifier que les modèles fonctionnent bien selon certains critères. Et donc, la multiplicité ici va fragiliser les trois dimensions, au niveau des données, comme j'ai dit, des modèles et des explications, trois niveaux assez importants de multiplicité. Donc, pour conclure, pour le droit numérique, l'enjeu n'est donc pas seulement de rendre les décisions plus transparentes, mais de s'assurer que les personnes disposent de leviers réels sur les décisions algorithmiques qui structurent l'accès aux droits, aux services et aux opportunités pour donc comprendre, anticiper et pouvoir contester les décisions et mener un peu plus facilement leur vie. Merci. Merci beaucoup. Un autre regard sur l'IA décisionnelle, on y reviendra. Nous accueillons maintenant Alix Gobert de l'Université de Namur du CRITS, très certainement. Voilà, nos amis du CRITS, qui va nous parler du règlement 2024-900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, en posant la question, est-ce que ce règlement permet-il de garantir l'autonomie individuelle des individus en matière politique? Donc, on repart sur la désinformation politique. Exactement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici à Montréal pour aborder avec vous cette question que j'ai proposé d'aborder dans le cadre de cette journée de rencontre et qui porte en effet, comme Madame Casteroner vient de l'indiquer, sur la question de savoir si la réglementation européenne, et spécifiquement le règlement 2024-900 qui a été adopté en 2024 et entré en application il y a quelques mois maintenant, puisque on est sur une entrée en application en octobre 2025. Donc avec la question de savoir si ce règlement permet effectivement de garantir l'autonomie des individus par rapport aux choix politiques qu'ils sont amenés à effectuer. Alors, cette slide a beaucoup plus d'effet quand je la passe à un public belge, puisque sur l'écran, vous avez aussi des personnalités politiques belges qui ne vous seront donc peut-être pas du tout familières. Mais enfin, l'objectif ici de cette slide, c'est simplement de montrer un peu de contexte en montrant l'évolution en montrant l'évolution de la manière dont les acteurs politiques communiquent et diffusent
leur publicité à caractère politique. Donc pendant longtemps, on a été sur de la publicité à caractère politique classique qui était finalement la distribution de tracts électoraux dans les rues, le fait de placarder des affiches, le fait d'aller sur les marchés à la rencontre des citoyens et des citoyennes en espérant en tout cas très fort que la personne qu'on va aborder va être réceptive à notre discours et finalement obtenir son vote. Depuis quelques années, en tout cas, ça s'est très fort vu lors des élections en Europe en 2024. Donc en Belgique, on a eu beaucoup d'élections en 2024. Il y avait également des élections européennes. On voit que les acteurs politiques, on a vraiment modifié leur manière de communiquer et de diffuser leur publicité à caractère politique, puisqu'ils utilisent maintenant massivement les réseaux sociaux pour diffuser leur contenu à caractère politique, comme vous pouvez le voir du coup sur l'autre partie de la slide. Évidemment, cette nouvelle manière de communiquer, elle présente certains risques et ça, l'Union européenne elle les a identifiés et elle les indique très clairement dans les considérants de son règlement. Donc, on a premièrement un risque de fragmentation du débat public puisque les personnes ne vont plus être confrontées au même contenu informationnel. On va avoir cette logique un petit peu de fragmentation et de bulle de filtre. Chacun va être confronté à un certain type de contenu et va être beaucoup moins confronté à d'autres types de contenus qui lui correspondent tout simplement moins. Donc tout ça est en lien avec une communication sélective qui est faite puisque les plateformes offrent la possibilité de cibler les destinataires de contenu et donc de sélectionner finalement à qui le contenu va pouvoir être présenté en tout cas de manière prioritaire. Et enfin, un risque aussi identifié de manipulation d'électorat puisque en permettant de cibler un public cible avec un contenu à caractère politique, on peut aussi craindre que les acteurs politiques adaptent finalement le contenu de leur publicité par rapport au profil qu'ils souhaitent atteindre. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec Cambridge Analytica, essayer en fonction du public qu'on a identifié et qu'on souhaite atteindre, de modifier le contenu pour que ça suscite une réaction émotionnelle particulière par rapport à ce qu'on connaît du public que l'on souhaite cibler. Pour essayer d'atténuer et d'empêcher la survenance de ces différents risques, on a en Europe le règlement 2024-900 donc qui a été adopté et qui contient deux dispositions particulières qui vont venir encadrer le fait de recourir à des traitements de données à caractère personnel lorsque l'on diffuse de la publicité à caractère politique. Et donc, ces dispositions, elles vont en fait venir vraiment réglementer les traitements de données à caractère personnel pour diffuser. Donc, ça va s'appliquer aussi bien aux acteurs politiques que aux différents médias qui permettraient à des acteurs politiques de diffuser du contenu publicitaire au sein, par exemple, de leurs journaux, mais aussi aux plateformes qui pourraient également être amenées, elles le font d'ailleurs beaucoup, à traiter des données à caractère personnel pour diffuser des contenus à caractère politique. Et ces deux dispositions, donc on a tout d'abord l'article 18 qui va vraiment ici avoir pour objectif de renforcer justement cette autonomie décisionnelle, là pour le coup, du citoyen en mettant le consentement au cœur de la publicité à caractère politique. Et donc, le règlement dit que si on traite des données à caractère personnel pour diffuser de la publicité à caractère politique, on ne peut le faire que si on a obtenu le consentement explicite de l'utilisateur. Et donc, il y a vraiment ici une démarche active du citoyen à consentir à ce que ces données soient utilisées pour lui fournir de la publicité ciblée. Et on a d'autres conditions qui sont très intéressantes puisque le règlement dit que si on fait de la publicité à caractère politique ciblée, si on traite des données à caractère personnel pour vous cibler avec un contenu publicitaire, on ne peut utiliser que des données qui ont été collectées directement auprès de vous, donc que vous avez, dont la source finalement provient de la personne concernée. Et le règlement est assez clair à ce niveau-là en disant que, par voie de conséquence, ça interdit l'utilisation de données qui seraient déduites ou inférées de votre comportement sur la plateforme, puisqu'ici, on considère qu'on est alors dans des données collectées indirectement auprès de la personne. Et donc, ça, c'est intéressant puisque ça vient justement encadrer cette logique d'algorithme de recommandation qui fonctionne majoritairement sur les données déduites et inférées. Et dernière condition, l'interdiction également de réaliser du profilage sur base de catégories particulières de données. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la réglementation européenne, ça vise ce qu'on appelle les données sensibles et donc tout ce qui implique notamment les orientations politiques, etc. Et donc, on ne peut pas vous cibler, vous profiler sur base de vos orientations politiques pour vous cibler avec de la publicité à caractère politique.
Donc ça, c'est le premier article où c'est plus de l'autonomie décisionnelle finalement du citoyen qui va essayer d'être remise un petit peu à l'ordre du jour. Et puis on a un autre article qui est l'article 19 qui ici va plutôt avoir pour objectif de renforcer l'autonomie informationnelle du citoyen puisqu'on va obliger l'institution, l'acteur qui va traiter des données à caractère personnel pour cibler un public spécifique, de fournir toute une série d'informations à la personne qui voit un contenu publicitaire euh, qui lui est adressé spécifiquement sur base du ciblage. On va obliger le prestataire à donner toute une série d'informations pour permettre en fait à l'utilisateur de comprendre la logique sous-jacente au ciblage et permettre de vraiment savoir pourquoi il est amené à visionner tel contenu, sur base de quels critères, sur base de quelles données à caractère personnel ce contenu lui est proposé. Ce qui a été intéressant dans le cadre d'une recherche que j'ai pu mener il y a quelques semaines maintenant, c'est d'analyser la réaction des grandes plateformes suite à l'entrée en application de cet règlement européen, donc entrée en application en octobre 2025, donc ça fait quelques mois. Et quelques semaines avant l'entrée en application du règlement, on a eu une position assez commune de toutes les très grandes plateformes, donc Facebook, Meta, Google, qui ont toutes indiqué qu'elles allaient cesser de fournir des services de publicité à caractère politique parce que la réglementation européenne devenait trop lourde et que c'était trop compliqué de suivre la réglementation européenne et de se mettre en conformité. Donc moi, je vais particulièrement analyser le cas Meta parce que c'est celui sur lequel je me suis penchée. Mais donc Meta déclare, on est plus ou moins en juillet 2025, nous allons cesser toute diffusion de publicité à caractère politique sur nos services parce que c'est trop lourd à mettre en place les nouvelles exigences donc, que je viens de vous présenter. Sauf que lorsque on va sur Instagram particulièrement, on peut encore, dans notre fil d'actualité, dans notre feed, être confronté à des contenus qui émanent d'acteurs politiques auxquels on n'est pas abonné. Donc ici, c'est le fil d'actualité d'un utilisateur. Quand il scrolle sur son feed Instagram, il est confronté encore à des contenus à caractère politique qui émanent d'acteurs politiques pour lesquels il n'a pas fait le choix finalement de voir leur contenu. On voit ici qu'on leur recommande de suivre cet acteur et donc il n'est pas lui volontairement abonné à ces acteurs politiques. Cette situation, en fait, elle est due au fait que Meta continue à soumettre des contenus à caractère politique à la logique des algorithmes de recommandation. Et donc, en fait, ce que Meta a effectivement cessé de faire, c'est d'offrir la possibilité aux acteurs politiques de sponsoriser leur contenu. Et donc, la possibilité pour les acteurs politiques, à un moment, de dire à Facebook, de dire à Facebook, contre un montant de 500 euros, je te demande de cibler particulièrement les personnes qui habitent dans telle région, de telle tranche d'âge, parce que le programme a plus de chances de toucher ce public-là. Ça, en effet, Meta ne permet plus de le faire. Mais donc, par contre, comme je viens de vous l'indiquer, il continue à recommander les contenus sur base des logiques d'algorithmes de recommandation. Et à mon sens, ici, en fait, c'est une interprétation qui est très restrictive de la notion de publicité à caractère politique et qui est en fait erronée. Donc, Meta, en fait, fait une mauvaise application du règlement en l'état actuel, en tout cas, des choses, puisque ils ont limité finalement la notion de publicité à caractère politique à ces contenus sponsorisés, donc contre rémunération. Donc, on est vraiment dans la notion de base de la publicité, donc contre rémunération, contre une certaine valeur monétaire, alors que le règlement, et ça c'est confirmé par des orientations communes qui ont été adoptées par la Commission européenne juste après l'entrée en application du règlement, qui indique qu'en fait, la publicité à caractère politique, c'est bien plus large que la simple publicité faite contre rémunération. Ça vise aussi les contenus politiques qui sont publiés par les acteurs politiques sur leur propre page de réseaux sociaux. Et donc, quand Meta traite des données à caractère personnel pour diffuser des contenus publiés par des acteurs politiques de manière ciblée, en fait, il rentre pleinement dans le champ d'application du règlement et devrait se conformer aux conditions de l'article 18 et à l'obligation d'information de l'article 19, ce qu'ils ne font en l'état absolument pas, puisque aucun consentement explicite de l'utilisateur n'est demandé à ce stade. Les données réduites et inférées sont évidemment grandement utilisées par Meta pour nous recommander des contenus en lien avec nos préférences. Et en plus de ça, ils font également du profilage sur base de données sensibles, puisque en tout cas, moi, dans
le profil utilisateur Kobe que j'ai utilisé se voit toujours recommander des contenus qui sont du même côté de l'échiquier politique et ne se voit évidemment jamais recommander, ou en tout cas de manière vraiment très inédite, des contenus qui sont à l'opposé finalement de ses convictions et des contenus qu'il a l'habitude en tout cas de consommer sur la plateforme. Et donc, à la question de savoir si le règlement permet effectivement de renforcer l'autonomie individuelle des citoyens, j'apporte en fait à ce stade une réponse assez nuancée parce que, à mon sens, le règlement européen contient des outils qui sont vraiment intéressants pour renforcer cette autonomie décisionnelle et informationnelle et vient justement compléter, Marine a beaucoup parlé du DSA et du règlement sur l'IA, ça vient rajouter une couche supplémentaire parce qu'on se rend compte que c'est des contenus qui sont particulièrement en fait sensibles du point de vue sociétal et démocratique. Donc je pense qu'il y a vraiment des outils intéressants pour renforcer l'autonomie des citoyens. Le vrai problème en fait auquel on fait face actuellement, c'est la mise en œuvre qui en est faite par les grandes plateformes, de manière volontaire ou non, ça je peux pas, je peux pas le dire à ce stade évidemment, mais en tout cas c'est ici l'application qui est faite par les grandes plateformes du règlement qui vient en compromettre l'effectivité à ce stade. Après, on est vraiment au tout début de l'entrée en application du règlement. Aucune action n'a encore été intentée, que ce soit devant une autorité de protection des données nationales ou devant la Cour de justice, pour peut-être obtenir des précisions sur cette notion de publicité à caractère politique, même si à mon sens, on a déjà pas mal d'indications pour la comprendre de manière beaucoup plus globale et en effet de manière beaucoup plus large que l'interprétation que Meta en fait. Mais en tout cas, à ce stade, voici un petit peu la situation en Europe. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, il nous reste à accueillir le dernier intervenant en ligne, j'imagine. Donc, nous accueillons Guillaume Batic de l'Université de Poitiers, qui va nous parler du fact-checking, mais dans le domaine juridique. Donc, le legal checking, outil d'émancipation sur les réseaux sociaux face à la désinformation juridique. La parole est à vous, en espérant que vous nous entendiez bien. Je vous entends très bien. Je suis un petit test. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien, oui. Parfait. Hop. Tac, attendez que je retrouve, que je vous partage mon écran. Hop. Euh, attendez. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Euh, Pas encore. Non. Non, c'est pas le cas. Euh, attendez. Bah, excusez-moi. Non, je ne sais pas pourquoi, mais Ah, c'est ici. Voilà. Là, on est bon. voilà, ça y est. Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, pour ce colloque, pour ces échanges très enrichissants. Alors dans la suite hein, de ce qui a pu être de ce qui a pu être dit, je vais parler donc également de désinformation. Alors moi je ne vais pas parler de la régulation, mais je vais vraiment parler de la participation dans le débat public contre la désinformation. Voilà. J'ai quelques mots. Hein. Donc moi je suis donc doctorant en droit public à l'université de Poitiers. Je suis à titre principal rédacteur en chef, donc journaliste pour le média Les Surligneurs, média donc de lutte contre la désinformation politique avec un prisme juridique, et j'enseigne également en droit constitutionnel à l'université d'Amiens. Euh, Très rapidement, la diffusion de l'information, je vais pas y passer très longtemps puisque on en a beaucoup parlé, mais en tout cas sur la question des réseaux sociaux, on sent qu'il y a du positif, il y a de l'accès à l'information, mais qui dit accès à l'information dit aussi accès à la désinformation et un partage de la désinformation qui est extrêmement viral. D'abord parce qu'on a un phénomène de vase clos, un phénomène de, voilà, de vase clos, de cercle d'intérêt, où l'information en fait tourne en rond, du moins dans les cercles d'intérêt. Et si une désinformation rentre dans ce cercle,
elle va pas facilement en sortir, ou du moins les personnes vont se contenter de cette information-là. Et deuxième élément, peut-être un peu plus important, c'est que les informations qui relèvent plutôt de l'émotion sont beaucoup plus virales que la vérité. Alors on dit très souvent voilà, que le mensonge va beaucoup plus vite que la vérité. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on souvent on a envie d'y croire. Souvent, si on a envie d'y croire, on va vouloir croire ça plutôt que la vérité, qui est peut-être un peu un peu moins fun, peut-être voilà, un peu moins, on a un peu moins envie d'y croire, mais voilà, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Enfin, je vais pas rentrer dans non plus dans les textes, c'est pas vraiment le cœur de la chose. Euh, mais face à ça, on a aussi un problème qui se pose forcément, c'est que ce sont les citoyens qui sont sur ces réseaux sociaux et on a là un problème démocratique. On a là un problème démocratique parce que euh, les personnes politiques sont sur les réseaux sociaux et en campagne électorale présidentielle qui va venir, on sort tout juste des municipales. euh, c'est sur les réseaux que se fait la campagne. C'est sur les réseaux que se traite donc toute l'information et les citoyens qui sont des électeurs, vont accéder à l'information électorale sur les réseaux sociaux. Et les politiques, c'est voulu ou non, hein, intentionnellement ou non, vont faire des erreurs en droit. C'est ça qui va nous intéresser surtout ici. Et c'est là qu'intervient donc le legal checking. Alors, je prends l'exemple des surligneurs parce que c'est le média pour lequel je travaille, mais surtout dans le cadre de ma thèse, c'est mon objet de travail principal. Donc déjà un mot sur les surligneurs, c'est un média assez particulier puisqu'il regroupe des chercheurs en droit et des journalistes professionnels. Euh, donc c'est le premier média de legal checking. Le legal checking, c'est le fact-checking en droit. Donc nous, on ne va pas vérifier les faits, hein, on va juste vérifier si juridiquement un propos est problématique. Euh, ou une proposition si elle se heurte au droit. Alors quand je dis qu'il est problématique, je précise dès maintenant, on ne va pas dire si un propos est illégal. On n'est pas là pour dire s'il relève de la diffamation ou autre, mais plutôt si ce qu'il dit est contraire à l'état du droit. Je prendrai un exemple juste après pour illustrer ce que je dis. Et ma thèse porte justement sur le legal checking. Et dans la mesure où cette notion est assez neuve, hein, les surligneurs donc, sont apparus en 2017 avec la notion de legal checking. Pour autant, le legal checking, lui, n'est pas né en 2017, mais cette notion l'est. Ma thèse sert à conceptualiser et à poser une méthodologie du legal checking. Donc c'est une thèse assez pratique, assez professionnelle, qui va servir ensuite le monde du fact-checking, le monde du journalisme. Euh, mais vraiment sur le versant juridique. Donc voilà, l'idée, c'est de lutter contre la désinformation politique par le droit avec une approche du legal design, lui-même issu du design thinking. L'idée, c'est vraiment de mettre le public, notre lecteur, et donc l'électeur d'une élection, au centre de notre méthode. On ne va pas penser comme des juristes, sinon l'électeur, qui lui n'est pas nécessairement juriste, ne va pas comprendre grand-chose à ce qu'on raconte. Donc, on va vraiment se mettre à sa place, d'où l'intérêt d'avoir également des journalistes professionnels qui ne sont même pas forcément formés au droit pour vulgariser la parole des chercheurs en droit. On a donc vraiment ce mélange entre la rigueur scientifique, la rigueur juridique et l'accessibilité, la pédagogie et la vulgarisation. Sur le fond, de la façon dont on travaille, on a une méthodologie juridique, hein, celle du syllogisme, voilà, que les juristes connaissent très bien. On prend un propos politique, une déclaration, une proposition de loi ou qu'importe. On prend l'état du droit qui est applicable et on explique pourquoi est-ce que le propos de la personne ou sa proposition eh bien, n'est pas conforme au droit. Soit ça existe déjà, soit ce que dit la personne est faux, tout simplement. Je prends un exemple. Lors des municipales, on avait le député Antoine Armand, qui était le ministre de l'économie, qui était donc sur les marchés d'Annecy et qui avait déclaré, tout fier de lui, si je deviens maire d'Annecy, je quitterai mon mandat de député et je serai à 100% ici. C'est une bien belle promesse, tout le monde était très heureux en se disant, ça c'est vraiment un candidat qui pense à ses électeurs et à sa ville avant tout. Sauf que ce que ce député a oublié, c'est que dans le code électoral, l'article L
au 141-1 prévoit que le mandat de député est incompatible avec les fonctions de maire. Donc, et ce monsieur a été élu, dans la mesure où il a été élu, automatiquement, il doit choisir entre son mandat de député et son mandat de maire. Donc, il a fait une promesse, mais une promesse que la loi l'oblige déjà à tenir. Ça, c'est un cas de désinformation juridique. On était dans un cadre électoral, une promesse d'un candidat qui a dit quelque chose à côté du droit. Sauf que sur les marchés d'Annecy, avec les personnes avec qui il discutait, les personnes, personne ne va sortir du marché d'Annecy avec un code électoral en disant mais monsieur le député, vous trompez. Non, les personnes ont cru à ce qu'il disait. Et alors ça, bon, c'est un détail. Sauf que dans un cadre électoral, beaucoup de candidats font ce genre de choses. Alors, inconsciemment ou non, est-ce que Antoine Armand était conscient de que ce qu'il disait était déjà prévu par le droit ou pas? Ça, je ne sais pas. Je veux pas diffamer ce nouveau maire. Mais voilà, en tout cas, c'est là-dessus qu'on se place. Il y avait un autre exemple, Nicolas Dupont-Aignan, un- comment dire, un ancien député d'extrême droite qui avait dit, qui est très opposé à l'Union européenne, et qui avait dit oui, mais de toute façon, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'est élue par personne. Bon, il dit une phrase, il la pose. Eh bien, nous sommes allés vérifier les traités européens, et non. Il y a un article qui prévoit bien que le président de la Commission européenne est élu par les membres du Parlement européen, eux-mêmes élus directement par le peuple. Et voilà. Est-ce que ce monsieur était au courant de ça ou pas? Peut-être. Mais l'idée, c'est vraiment de remettre le droit au centre du débat public. Voilà. Il n'est pas question de venir réguler, d'empêcher les personnes de s'exprimer. Voilà, il y a aussi cette question de liberté d'expression. On n'empêche pas les candidats de s'exprimer, mais il pose un élément dans le débat public. Nous en posons également un, et libre aux citoyens de faire la part des choses. Alors, donc, ce que ça apporte, c'est que le legal checking éclaire juridiquement le débat public. On ne veut pas faire de tous les citoyens des juristes. Là, ce serait vraiment un petit peu trop juridico-centré. Et puis, c'est bien d'avoir un petit peu de tout, mais les propos politiques ont presque toujours une incidence juridique. Et ça, il faut que les personnes se rendent compte. Parce que lorsqu'elles vont déposer un bulletin dans une urne lors d'une élection, euh, elles vont voter pour une personne, elles vont voter pour un programme. Et un programme avec des propositions qui ont des incidences juridiques. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir vraiment une démocratie consciencieuse, un exercice plus consciencieux de la démocratie, pour que les citoyens, lorsqu'ils vont voter, sachent les conséquences de leur vote. Euh, donc c'est vraiment voilà le cœur de cet exercice. Alors là, je suis allé vraiment assez rapidement parce que en 10 minutes, faire état de ma thèse et du travail du legal checking, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et j'ai dit que cette idée n'était pas neuve, elle existait bien avant les surligneurs, d'un professeur de droit que vous allez retrouver dans les médias. On avait l'exemple du doyen Georges Vedel, qui écrivait dans le quotidien Le Monde. Euh, En 1986, on avait eu une affaire, l'affaire des ordonnances, où des avocats étaient montés au créneau pour dénoncer un refus du président de la République de signer les ordonnances. Euh, Ces personnes font du legal checking parce qu'elles ont pris un fait politique, la position d'un président de la République, le propos de telle ou telle personne politique, en la confrontant au droit et en disant, voilà, cette personne ne respecte pas le droit. Alors, on ne se substitue pas au juge, bien sûr, mais l'idée, c'est que le citoyen se rende compte de la réalité juridique d'un fait politique. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir tenu le temps, toutes et tous. Et donc, nous allons ouvrir la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires? Allez-y, je vous en prie. Et présentez-vous. Ouais, bonne idée. Et bonjour tout le monde, je suis Clarence Nembo, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. Je travaille sur l'automobile. Et ma question, pour vous la poser, j'aimerais m'inspirer du professeur Boutret pour vous poser une question à travers la ministre.
Et je m'inspire aussi de sa réflexion sur les concepts de vigilance et de vigilance. Et je pense qu'à partir de cette réflexion, on peut, on peut réfléchir sur la notion d'information parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la pertinence de l'information dans le contexte numérique. On sait que la réponse du droit actuel, la divulgation, l'information, la transparence, c'est par rapport à une problématique et c'est pour répondre à la question de savoir est-ce que le consommateur, l'utilisateur, quand il est informé, est-ce qu'il peut vraiment avoir un consentement éclairé? Donc, l'idée qui est derrière la notion de consentement, cette exigence de consentement éclairé, c'est pour faire en sorte que l'autonomie de la volonté, qui est un concept philosophique traduit et par cette notion de consentement éclairé, soit plus proche que possible de l'autonomie réelle. Donc, c'est pour réduire cet écart entre l'autonomie réelle et l'autonomie. Mais lorsqu'on considère la rationalité du marché actuel et de l'environnement numérique, qui obéit à un ensemble d'exigences. Avant, on parlait de l'économie d'attention. Maintenant, on parle de l'économie d'intention, où on veut prédire, on veut manipuler des informations pour orienter le désir des utilisateurs. À ce moment, je me pose la question, quelle est la pertinence de l'information dans un environnement pareil? Est-ce que même bien informés, il y a des études qui montrent que même bien informés, les consommateurs, les utilisateurs n'arrivent pas vraiment à prendre des décisions où l'autonomie réelle se confond avec l'autonomie de la volonté ou bien où le consentement est vraiment libre. Donc la question c'est ça, même est-ce que dans le contexte actuel où l'environnement, contrairement à l'environnement d'avant qui était neutre, l'environnement n'est pas neutre maintenant, l'environnement est orienté, l'environnement numérique, je vais dire, l'environnement est contrôlé, est orienté. Donc tout se fait pour organiser, capturer le désir, l'attention, l'intention de l'utilisateur, mais dans ce contexte pareil, que vaut l'information? Et par rapport à ça, et que peut faire le nombre? D'accord. Je pense qu'on a bien compris. Merci beaucoup pour votre question. Qui veut répondre? Merci d'être venu, Elliot. Qui veut répondre? Et n'hésitez pas, Guillaume, en ligne, à nous faire des grands signes. Vous pouvez tous répondre, hein, mais il faut déterminer un ordre. Peut-être commencer. Allez, Marine. Moi, c'était un petit peu l'idée aussi de mon intervention de pouvoir dégager quelques limites aussi. J'ai parlé d'incapacitation de l'individu et donc le fait de le rendre capable d'être autonome, en tout cas, de le rendre capable d'exercer plus d'autonomie. Et en évoquant l'idée de la post-vérité, c'était aussi un peu cette idée que même si on lui donne les informations nécessaires, on lui donne une information fiable à travers les obligations de transparence, parce qu'en fait c'est bien l'idée voilà, d'obliger la transparence pour les contenus générés par IA, donc la désinformation. C'est aussi cette idée que peut-être c'est pas suffisant parce que dans cette ère de la post-vérité qui est définie en fait par une ère où les émotions prennent le pas sur les faux objectifs, en fait sur des individus qui préfèrent confirmer leurs croyances plutôt que d'être dans une recherche de vérité objective. Et bien dans ce cas-là, effectivement, l'information réelle, en tout cas sur des faits objectifs, n'est pas nécessairement suffisante pour les convaincre en fait et former la base, enfin comment dire, et les éclairer dans la formation de leur opinion. C'était aussi bon. Merci, Marine. Moi, je peux peut-être compléter justement, moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'appelais à une conclusion plus nuancée, en tout cas, dans la réponse que j'apporte, parce que je trouve que le règlement, là où il est intéressant, le règlement donc sur la publicité à caractère politique, c'est que il y a des aspects de transparence où là, ben, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, je partage un peu votre crainte. Est-ce que finalement c'est adapté? Est-ce que ça a vraiment un impact concret sur les décisions que prennent les internautes, les utilisateurs? J'ai envie d'y croire, mais j'en doute très fort aussi. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, s'ils appliquaient vraiment
le prescrit de l'autre article, l'article 18, à savoir ne plus traiter sur base de données déduites ou inférées et ne plus faire de profilage sur base de données sensibles. En fait, les algorithmes de recommandation ne peuvent plus être utilisés à ces fins-là, en tout cas, hein, pour la publicité à caractère politique. Donc, j'en reviens à ma conclusion, mais ici, pour moi, il y a d'autres outils que l'information qui ont été mis en place par le droit, pour répondre à votre question, en tout cas par le droit européen, pour ne pas justement tout faire reposer sur l'individu et sur l'information et sur après sa capacité à faire un choix éclairé sur base de l'information qui lui a été fournie. Ils vont plus loin et ils mettent vraiment des règles contraignantes de ce que les plateformes finalement ne peuvent plus faire à l'heure actuelle. Et je pense que s'ils appliquaient à la lettre le règlement, ça permettrait justement de sortir, en tout cas ces contenus-là, d'une logique de captation de l'attention et de volonté d'enfermer les gens dans une certaine sphère informationnelle. Elliot, Rien à ajouter. non, Guillaume, vous voulez Ouais, je peux continuer. Alors, je crois que j'ai compris la question, c'était un petit peu assuré, mais sur l'idée, donc, effectivement, alors, que peut faire le droit? Nous, pour le legal checking, on ne fait que dire le droit, donc on ne va pas venir pour, pour un peu changer les choses, mais voilà. C'est vrai que on délivre l'information juridique aux personnes. Maintenant, les personnes en font ce qu'elles veulent. Un politique va dire quelque chose, nous, on va dire quelque chose. C'est très rare, souvent, quand la personne est ultra convaincue de ce que dit une personne politique, elle se dit, ah, et les juristes, ils ont dit ça, bah, c'est-à-dire que l'homme politique que j'aime depuis 20 ans, en fait, il a tort. C'est très risqué. Enfin, c'est très rare plutôt. Euh, Très souvent, on va conforter des personnes qui sont déjà d'accord avec nous, des personnes qui sont déjà sensibles à la vérité juridique, et encore faudrait-il bien la définir. Mais bon, voilà, c'est un peu un vœu pieux. Mais après, on est des juristes, donc nous, on rêve beaucoup. Euh, mais mais c'est voilà, on fait ce qu'on peut. Merci. Vous vous appelez les surimières, pas les rêveurs, hein, normalement. C'est ça exactement, ouais, ouais. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je vous en prie. Oui, Et alors, présentez-vous, s'il vous plaît. bonjour, je suis David Coadio, je suis doctorant à la faculté de droit de l'Université Laval, puis je me présenterai plus en détail ce soir. Parfait. Donc, la question que j'ai, elle est adressée à Alice Gobert, puis elle est en rapport avec l'opérationnalisation de l'encadrement. Donc, on a un principe qui est très intéressant, puis qui voudrait qu'on aille plus loin, en tout cas suivant votre interprétation, dans la publicité, sinon dans la désignation du contenu qui arrive dans l'assiette de celui qui défile à l'infini avec son téléphone. Donc, les plateformes se plaignent en disant que ça coûte cher, en fait, de le faire. Et on accepte de réduire ce qu'on gagne en ne prenant plus de publicité, mais quand même, ça serait difficile de changer totalement le modèle d'affaires parce que sinon, on ne devrait plus finalement accepter des politiques parce que dès l'instant où on contribue sur les réseaux et que c'est vraiment un phénomène à deux faces, hein. Je contribue, il consomme et l'algorithme sont milieu de façon peu transparente, peu filtrée. Donc, si on devrait en fait ça oriente un peu la réponse, mais si on doit apprécier le coût social de cette obligation qui est faite aux plateformes, puis en intégrant le coût social, on parle du coût pour les plateformes, le coût pour la personne qui aura plus du tout accès éventuellement à du contenu politique, le coût pour les politiques qui devront encore réfléchir à de nouvelles stratégies pour se passer de tout ce qu'il y a comme numérique quand on sait qu'il y a une nouvelle génération qui s'informe quasiment que de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver? Puis cet équilibre-là, en fait, il viendrait par soit la réduction des principes, soit par des principes d'opérationnalisation bien objectifs, qui faudrait on ne rêverait plus en tant que juriste, mais on aurait des cycles bien précis à atteindre. Ouais. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais donc, les acteurs politiques peuvent continuer à publier sur leur propre page, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Chaque acteur est autorisé à continuer à utiliser les réseaux sociaux pour publier du contenu, pour communiquer. Ici, ce à quoi, en tout cas moi, quand je lis le règlement et surtout les considérants et les discussions qui ont eu lieu tout autour, ce à quoi ils ont voulu s'attaquer, c'est éviter en fait que ça tombe dans ce que font les plateformes et essayer vraiment d'enfermer les gens dans des bulles. Et donc, je, je pense, et les plateformes le font pour d'autres types de contenus, que ces contenus-là, en fait, devraient quand même en effet sortir de la logique de recommandation. Et c'est
bon, là, je suis pas technicienne, donc, mais en tout cas, de ce que je lis dans les conditions générales de Meta, ils le font pour d'autres types de contenus qui sont considérés comme sensibles et dangereux à toute une série d'égards pour des publics vulnérables. Je pense par exemple aux contenus qui appellent à la haine, les contenus qui appellent au suicide pour les jeunes, pour les publics mineurs, etc. Ils le font déjà, en fait, essayer de modérer certains types de contenus pour éviter que ces contenus-là soient amplifiés et prennent plus de place et soient diffusés à des personnes sur base de vulnérabilité ou de fragilité qu'ils ont déjà par ailleurs. Et donc, je pense que c'est un équilibre. Est-ce qu'il est bon ou pas? Je ne sais pas si je sais vraiment me prononcer à ce stade. L'idée, ce serait de dire, ben, en fait, les acteurs politiques, on ne les prive pas du numérique, ils peuvent toujours continuer à l'utiliser. Et les utilisateurs peuvent toujours aller s'abonner, même à des acteurs politiques qui ne les intéressent pas directement idéologiquement, mais où ça les intéresse de juste savoir le programme, de savoir un petit peu ce qu'ils font, comment ils se positionnent sur certains sujets. Ça, il n'y a aucun problème en soi. Le réel problème, c'est cette logique de perte de choix dans ce qu'on nous propose et du fait qu'on va être confronté finalement à des contenus qu'on ne choisit pas de voir, mais qu'on voit quand même parce qu'il y a des déductions, des inférences qui sont faites. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, je comprends la réponse. Puis je me pose une autre question. En fait, c'est qu'il y a un déplacement finalement de la liberté puis du pouvoir de décision. Voilà, Peut-être que là, exactement. on donnera peut-être un peu plus de pouvoir en n'orientant pas ce qu'on reçoit, mais on déplacerait le pouvoir vers la plateforme qui devrait concevoir de nouveaux algorithmes pour être sûr que ce type de contenu-là n'arrive plus. Et Moi, encore une fois, je suis pas technicienne. Je suis pas certaine que ça nécessite de développer des nouveaux algorithmes. Je crois que c'est une logique de paramétrage, finalement, comme ils l'ont déjà fait pour plein d'autres types de contenus. Et ils sont très explicites là-dessus. Ils le disent vraiment, ne sont pas soumis aux logiques de recommandation. Toute une série de contenus, à l'appel au terrorisme, enfin, voilà, qui sont considérés comme illégaux par nature, en tout cas dans leur diffusion sur les plateformes, et donc ne peuvent pas faire l'objet d'identification. Ils ont une responsabilité, entre guillemets, en tout cas, ils ont pris une responsabilité par rapport à ça en les excluant de leurs algorithmes pour éviter, en fait, qu'il y ait une diffusion plus massive de ces contenus-là. Et donc, à mon sens, c'est pas impossible de le faire pour les contenus politiques. Voilà. merci. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je voudrais en poser une. Je sais que nous sommes l'obstacle au buffet, mais vous allez bien patienter 5 minutes parce que vraiment, vous êtes inspirants. Je trouve que vous avez tous porté le débat plus loin parce que c'est pas un débat nouveau, mais vous avez tous réussi à apporter des choses nouvelles, nuancées, à la fois pour ce qui va dans le sens de l'autonomie et les obstacles aussi, les limites aussi. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, Marie, vous avez parlé d'encapacitation. Elliot, vous avez évoqué les notions de comprendre, anticiper, contester. Vous avez parlé d'autonomie décisionnelle et informationnelle. Alix, en lien avec, évidemment, avec le règlement, mais avec les outils concrets pour le faire. Et Guillaume et Elliot, vous avez insisté sur un certain nombre d'outils, des outils techniques et des outils de vérification. Et donc ça, c'est l'aspect positif. Ce sont les aspects positifs que je retiens, mais je vois aussi les limites. Et ces limites tiennent vraiment à l'autre côté, enfin, aux fournisseurs de ces informations-là. Et donc c'est vraiment une question de pouvoir et d'asymétrie de pouvoir. J'ai l'impression que l'asymétrie de pouvoir est toujours là. Peut-être qu'elle est moins prononcée parce qu'on voit les problèmes et qu'on essaie d'apporter des solutions, même si les solutions sont peut-être encore imparfaites. Mais dans cette asymétrie de pouvoir et l'autre côté du débat, donc les fournisseurs de ces informations, je trouve que là, on est confronté, comme toujours, aux paramètres, aux critères, au design et à l'interprétation, de bonne ou de mauvaise foi. On a un peu la réponse dans la question. Et donc, même si on voit un peu ce qu'il faudrait faire, la mise en œuvre, on le sait, n'est pas neutre, hein. Alors, évidemment, on dit toujours code is law. Bon, mais c'est sûr que ça supposerait encore un troisième niveau d'audit, de vérification, etc., de ces critères de paramétrage. Est-ce que vous avez cette impression aussi? C'est ma question finalement dans cet équilibre des pouvoirs. Si je peux commencer, moi je suis vraiment d'accord avec ça. Surtout que on est dans une ère où d'abord on essaie de déployer au plus vite sans anticiper les potentiels problèmes qui viendront avec. Donc on est toujours un peu
en retard les problèmes par rapport aux solutions qui ont été soumises. Donc, c'est toujours un peu une chasse vers l'avant, on doit régler le problème-là, mais tout va tellement vite aujourd'hui qu'à chaque fois, il y a un nouveau problème qui va venir, une nouvelle façon de le faire. Et donc, c'est vraiment, comme dit, une asymétrie entre les personnes qui veulent vite fournir l'information, vite être les premiers sur le marché à proposer quelque chose, Mm. sans anticiper parce qu'ils vont payer plus en termes de coûts, parce que ça prend plus de temps à déployer, de personnes à mettre sur le travail. Donc, c'est vraiment un problème qu'il y a là-dessus. Je pense que c'est aussi vraiment la vitesse à laquelle va tout aujourd'hui. Les innovations, ça va tellement vite Mm. que c'est une grosse problématique pour vraiment s'assurer que c'est bien fait. Si bien est un mot qu'on peut Mhm. utiliser. Mhm. Euh, les autres, est-ce que vous voulez apporter Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui existe en tout cas dans le dessin, hein, cette obligation de reporting. Je connais plus la base, si c'est annuel ou en tout cas ils doivent démontrer une mise en conformité par rapport aux obligations, notamment en matière d'algorithmes de recommandation, de transparence, etc. Ici, c'est vrai que en plus on n'est même pas au terme de la première année d'entrée en application du règlement, donc c'est vraiment très 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 récent et je pense que là, à ce stade, ils jouent leur carte en se disant sur un malentendu, ça peut passer. Euh, et c'est vrai que moi, mon premier réflexe a été de penser à une action qui serait menée par... bon, après, c'est toujours aussi un peu David contre Goliath, donc finalement, à part des organismes militants qui prendraient ce problème-là à bras-le-corps et qui diraient maintenant, on y va et on va mettre en lumière cette mauvaise application du règlement par Meta, parce que finalement, s'ils continuent à faire ça, ben, tous les risques qu'on essaye de combattre continuent à exister. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aller de plus en plus vers une logique, en effet, de reporting et de responsabilisation, finalement, des acteurs par rapport à ça, et en devant, de manière transparente, démontrer une forme de conformité à des réglementations, mais je pense que ça les contraint quand même en interne de se conformer davantage, de faire le travail en amont, de correctement finalement appliquer leurs différentes obligations et designer de manière à ce qu'ils puissent démontrer facilement ce respect des obligations. Donc je pense en effet que c'est des outils intéressants qui mériteraient d'être en fait généralisés Mhm. dans pas mal de règlements, quoi. Ouais, d'utiliser tous les règlements, toute la gamme de moyens juridiques dont on dispose, la question de l'articulation des normes, peut-être les classes, les actions de groupe aussi, Ouais. qui parfois sont prévues dans certains textes européens, mais pas dans tous. Et c'est jamais facile à mettre en Non, œuvre c'est certain. de toute façon. Ouais. Oui. Oui, peut-être pour rajouter, je pense aussi que ça démontre la nécessité d'avoir des mesures complémentaires, puisqu'effectivement, donc, l'application pour les plateformes, les textes sont probablement bien inspirés, on peut penser qu'il y a des choses intéressantes, mais c'est au niveau de l'application que souvent on se rend compte que bah, ça coince un petit peu et qu'on a du mal à aller aussi pour des questions de souveraineté, un petit peu parce qu'on en parlait ce matin. Je pense que ça montre la nécessité d'avoir des mesures complémentaires entre, ben, voilà, on parlait d'incapacitation qui donne le pouvoir, qui rend le pouvoir à l'utilisateur, et puis aussi d'aller sur un second terrain qui est, bah, en l'occurrence, l'écosystème informationnel, et de pouvoir conjuguer, parce qu'en fait, ces deux aspects-là sont insuffisants en tant que tels. Donc, il y a besoin d'une complémentarité. Voilà, et c'est peut-être une manière, je pense, de répondre et bah, à l'inaction, ou en tout cas voilà, aux plateformes qui traînent un peu la patte quoi, pour avancer. Voilà, d'aller sur plusieurs terrains et vraiment de prendre cette question-là sur un niveau global, sur quelque chose d'assez systémique, en fait. Ouais, donc la combinaison des textes peut faire partie de la réponse. Guillaume, est-ce que vous voulez apporter votre éclairage? Ouais, ouais, alors moi, ce serait pas vraiment sur la question des plateformes, mais en fait sur alors, je veux dire, une forme de régulation de la parole politique. C'est que dans le cadre électoral, la désinformation, en fait, comment dire, peut rendre le scrutin insincère. Et la sincérité du scrutin, ça peut être un levier, justement, c'est très souvent, en fait, le levier d'ailleurs, comment dire, d'annulation d'une élection. Et alors, pour l'instant, les juges sont assez frileux quand même pour utiliser la question de la sincérité du scrutin pour faire annuler une élection. Alors, faut vraiment que ça se joue à pas beaucoup de voix, il faut que ça soit surtout flagrant. On a eu le cas en Roumanie avec les dernières élections. On a là en ce moment, en France, le cas à Toulouse. Pendant les élections municipales, il y a un certain nombre de candidats de la France insoumise qui ont fait l'objet d'une campagne de désinformation. Et le candidat de Toulouse, M. Piquemal, a annoncé justement qu'il y avait une action en justice qui était lancée pour faire annuler en fait l'élection municipale de Toulouse sur fond d'ingérence, sur fond de campagne de désinformation.
parce que le scrutin n'a pas été sincère. Donc, est-ce que à ce niveau-là, on pourrait commencer à jouer justement pour que, j'allais dire que pour que le monde politique devienne sincère et devienne tout beau, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça peut être un levier. Et alors, les juridictions, si elles pouvaient s'en emparer depuis longtemps, elles l'auraient déjà fait. Je pense que c'est juste que c'est très compliqué parce que c'est pas très cadré et ça dépend de tas de facteurs. Mais en tout cas, sur la question des élections et sur la question démocratique au niveau politique, alors c'est post-élection, dans ce cas, ça peut être un élément. En plus de la régularisation des plateformes, quand elles veulent bien jouer le jeu, évidemment, le DSA, ça relève plus de la soft law maintenant qu'autre chose, mais voilà, ça peut être un élément. Ok, ben merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les quatre pour vos belles présentations et pour la discussion. Et voilà, nous ne sommes plus l'obstacle au développement.